Donc, aujourd'hui, on va entamer donc ce deuxième semestre ensemble avec un propos qui va porter sur une dizaine de séances sur la psychométrie en règle générale. Okay. Alors, je vais commencer aujourd'hui par d'abord vous présenter un petit peu l'UE, présenter la façon dont on voit les choses avec ma collègue Madame Bonneau-Calu. Et puis ensuite on attaquera la partie qui me revient plus particulièrement, à savoir l'évaluation psychométrique de la personnalité comme le titre du cours olympique. Ok. Donc, je vais commencer. C'est une UE qui se déroule de la façon suivante. Elle est faite en deux parties. Vous avez du CM, vous avez du TD. La première partie, la première moitié, va porter sur l'évaluation psychométrique de la personnalité pendant 6 séances, 6 séances de CM et 6 séances de TD. Et puis la deuxième partie, elle portera sur l'évaluation psychométrique, on peut l'appeler comme ça, de l'intelligence. D'accord. Avec Madame Boignon-Camus, 6 séances de CM, 6 séances de TD. Ok. Vous l'avez compris, le grand chapeau, c'est vraiment la psychométrie. Appliqué à ces deux objets principaux, j'allais dire. Si c'est personnalité et si c'est intelligence, c'est pas par hasard. C'est que ce sont deux thèmes de ce qu'on appelle la psychodifférentielle, dans d'autres universités, ailleurs, dans des sous-domaines, dans des sous-modules, et que ces deux domaines-là, théoriques, personnalité ou intelligence, on nourrit la psychométrie et inversement. D'accord. Alors tout ça, ça va ensemble. Le grand chapeau, c'est la psychométrie, c'est comme ça qu'on a compris les choses, mais les objets qui vont avec sont indissociables de ce terme. Personnalité intelligence. Okay. Comme vous le savez, on a associé pour cette année des TD avec le CM, c'est une très bonne chose, puisque, en tout cas, pour ce qui concerne ma partie, que je connais un peu mieux que celle de Madame Bonneau-Camus, mais les choses sont faites de la même façon, on va appliquer les éléments du CM dans un TD. D'accord. Les TD ont lieu le mercredi après-midi et le jeudi, c'est-à-dire après la séance du CM, pour qu'on essaye effectivement d'appliquer les choses dans le bon sens. Pour ce qui est du TD, j'en parlerai cet après-midi au groupe du GEC. On va travailler sur un inventaire de personnalité. Alors on va directement appliquer les choses, directement faire de la pratique, et en CM, on verra des choses un peu plus théoriques comme d'habitude. Ok. Avec des liens, des connexions que j'ai souhaité être les plus fortes possibles entre le CM et le TD. Voilà un petit peu pour la présentation de l'UE. Au niveau des outils de l'évaluation, ça va se passer de la façon suivante. On va avoir une évaluation TD, psychométrie personnalité, une évaluation TD, psychométrie intelligence, et une évaluation globale sur les CM qui vont vous être dispensés par moi-même et par Madame Bonneau-Camus. D'accord. Donc 3 examens pour sanctionner cette UE. Des examens plus TD, des examens plus CM, vous l'avez compris. Pour le calendrier, on est, je crois me souvenir, mais ça peut changer encore, je vous dirai ça, je vous confirmerai ça, mais on est à la 10e séance du CM de l'intelligence, c'est-à-dire au 28 mars. D'accord. Donc retenez que l'épreuve qui va sanctionner le CM, avec convocation, c'est pour ça que je vous indique la date très tôt, elle est prévue le 28 mars. Sous réserve de confirmation, puisque la date a changé récemment, mais globalement, le calendrier est celui-ci. Pour les épreuves qui concernent les TD, je vous en parlerai cet après-midi pour les groupes que j'ai. Mes collègues qui font les autres groupes, je vous en parleront aussi cet après-midi ou demain. D'accord. Donc voilà un petit peu le grand principe. Alors, on y va. Normalement, tout est dit du point de vue, j'allais dire, organisationnel. Alors, l'évaluation psychométrique de la personnalité. Dans ce titre, il y a 2 éléments. Le plus positif des deux, c'est celui que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire la personnalité. Je dis le plus positif parce que, voilà, on a des choses à découvrir. En psycho à Strasbourg, la personnalité est peu ou pas abordée. On ne fait pas de psychotype en licence 1, ça c'est d'ailleurs. Il y a eu des choix qui ont été faits par rapport à ça. Donc ça commence à introduire au sens 2 sous la perspective de la personnalité. Alors, voilà, c'est un sujet qui en général est intéressant pour vous, qui interpelle, qui parle de tout ce qu'on possède nous, c'est-à-dire une personnalité, etc. Je reviendrai très largement là-dessus. Et puis le plus négatif ou le moins positif, si je veux être optimiste, des 2 termes du titre, c'est la psychométrie.
moi, ce que je voudrais faire dans CM, parce que c'est moi qui commence, donc on va effectivement établir d'abord des bases psychométriques sur lesquelles vous reviendrez un petit peu moins avec Mme Camus, parce que c'est vraiment pareil, c'est l'objet qui change. Personnalité, intelligence, anxiété, que sais-je, fonction d'euro, peu importe. La psychométrie, ça renvoie toujours au même grand principe. D'accord? Donc c'est moi qui vous colle ça. J'allais dire qu'il me colle c'est la partie un peu négative, etc. Parce que pour un certain nombre d'entre vous, c'est des choses qui provoquent des réactions un petit peu épidermiques. Vous êtes un peu allergique à tout ce qui est psychométrique, puis vous mettez dedans les statistiques, et puis tout un tas de chiffres pour lesquels vous êtes revenus en psycho. D'accord? Alors je voudrais vraiment qu'on essaye ensemble de casser ces lignes. C'est fou, comme ça provoque des réactions de l'enquête épidermique, alors que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais vraiment pas. Et la psychométrie, c'est exactement la mesure des construits psychologiques qu'on ne peut pas observer. Construits cognitifs, anxiété, la personnalité, capacité à raisonner, que sais-je encore. C'est à la fois des éléments qui nous concernent tous, quelle que soit la psychologie que vous préférez, ceux qui veulent faire de la sociale, du développement, de la neuro, de la clinique, peu importe. Première erreur qu'il faut éviter, premier écueil dans lequel il ne faut pas tomber. De toute façon, moi je veux faire de la clinique, je fais ça, je laisse le temps passer, et puis j'en parle plus dès la licence 3 et encore moins dans mon master de clinique. C'est faux, complètement faux. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer, en TD et en CM, que la psychométrie, ça concerne tout le monde jusqu'au bout. Alors, peut-être avec effectivement des pratiques qui s'y prêtent plus ou moins à appliquer la psychométrie au terrain, aux patients, au sujet, à l'enfant, aux malades, aux travailleurs, que sais-je encore. Mais en tout cas, je voudrais vraiment que vous entendiez que ça doit vous intéresser. Pour ceux que ça n'intéresse pas, qui veulent mettre ça de côté le plus possible, parce qu'ils sont, encore une fois, je vais mettre allergiques aux chiffres, pour le dire très rapidement, c'est caricatural bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça en concerne le moins possible ici. Vraiment, évitez ça. Évacuez ça de votre tête, ça vous concerne. Donc, intéressez-vous, s'il vous plaît. Première chose. Deuxième écueil, deuxième erreur. La psychologie, c'est compliqué. Les statistiques, c'est trop pour moi. J'ai jamais été fait pour ça, ou fait pour ça. Moi, je n'ai pas fait ces études-là pour associer des valeurs à tout ce que je peux dire ou faire par rapport à un patient, à un sujet à travailler. Encore une fois, deuxième erreur fondamentale, la psychologie, c'est simple. C'est vraiment simple. C'est trois grands principes qu'il faut connaître. Et une fois qu'on les connaît, c'est cool, c'est toujours pareil. Vous avez fait un test de personnalité, un inventaire, une échelle, vous l'avez fait comme vous voulez, peu importe, un outil de mesure, je m'en fiche du nom, vous les avez tous faits. D'accord? C'est vraiment les deux grands axes sur lesquels je voudrais insister, notamment au début du CM. Après, vous allez voir, c'est un roulé, on se connaît un petit peu déjà tous, et puis la deuxième partie est fondamentalement portée sur la personnalité, donc là on va voir des grands principes et puis des grands modèles, mais c'est quelque chose de plus, j'allais dire, de plus souriant. La première partie va porter sur la psychométrie avec vraiment, je souhaite ces deux éléments-là. Tant pis si je ne fais pas tout le contenu que j'ai prévu, parce que si j'arrive à vous faire prendre conscience que ça vous concerne tous jusqu'au bout de votre pratique, et que c'est simple, pour moi c'est gagné. D'accord? Voilà un petit peu les éléments d'introduction que je voulais vous donner. On y va. Et on verra ce que ça donne. Ah oui, deux petites choses quand même avant, comme d'habitude. Vous savez ça. Tout ce que je vais vous faire apparaître là, ça sera sur vous de l'après comme d'habitude. D'accord? La bibliographie, évidemment, je ne suis pas né avec ça. La psychométrie, ça a aussi été pour moi à un moment donné compliqué, un petit peu bizarre, un petit peu hors de propos pour un psycho. Donc je me suis fait aider par des gens qui connaissent le sujet mieux que moi. Je les ai un petit peu résumés en bibliographie. D'accord? De la même façon que une démarche que j'ai suivie, la démarche que vous avez à suivre aussi, vous le savez, je vous en ai pas mis beaucoup, il y a une dizaine de références. Encore une fois, vous choisissez. Vous allez avoir 300 de références, vous n'imaginez pas. La personnalité et l'intelligence, c'est des trucs qu'on a fait d'abord en psycho. Ça date d'avant les années 1900, avant que la psycho existe en l'état. Donc je peux vous dire qu'on en a de la littérature sur la personnalité et sur l'intelligence. Vraiment. Plus que sur l'influence sociale ou que sais-je encore. Donc une dizaine de références, il y a des références en français, des références en anglais. Il y a des manuels en français qui sont très bien faits sur la personnalité et sur la psychométrie. Vraiment, je vous conseille d'y aller. Encore une fois, choisissez celui que vous voulez. Ça dépend de ce qui vous manque.
avez envie d'approfondir. Ils sont tous valables, il n'y en a pas un à préférer par rapport à l'autre. Ok? Donc vous voyez des auteurs, vous découvrez pour la première fois qu'on retrouvera très largement. Catel, Schubert, Dryden, ce sont des géants de la personnalité, je vais dire. Ce sont des gens qu'il faut avoir lu pour savoir parler de la personnalité. Et puis au niveau de la psychométrie, j'ai sélectionné notamment Anastasie, parce que c'est un petit bouquin très accessible qui est fait avec plein d'exemples. Vous avez aussi ici L'amour et le Grégoire, pareil, c'est un autre petit bouquin en français qui est très bien fait et qui, encore une fois, illustre ces concepts psychométriques de façon très pratique. Okay, voilà pour la bibliographie. Une petite dernière chose, c'est toujours plus sympa peut-être pour vous d'aller sur le net vous balader là-dessus. Il y a beaucoup de bêtises qui sont écrites, vous le savez, c'est mieux que moi. Il y a aussi des choses bien qui sont présentes. Pour ce qui est de la personnalité, il y a le site qu'on appelle IPIP, International Personality Tool, qui est fait par Goldberg, donc l'un des géants de la personnalité, je le répète, et qui effectivement a pour principe de rendre libre d'accès tous les éléments de personnalité qui peuvent intéresser tel ou tel praticien. Donc c'est pas mal comme démarche, et c'est de plus en plus, j'allais dire, accepté par ses pairs, et donc on a un site qui vit vraiment, qui jour après jour augmente en termes de contenu. Alors vous y trouvez tout un tas de questionnaires, d'inventaire de personnalité, avec des éléments d'interprétation, de lecture, etc. Donc c'est pas mal d'aller faire un tour aussi quand on s'intéresse à ça. J'en parlerai un peu plus en TD cet après-midi parce que c'est vraiment un site qui concerne les inventaires personnalité, les outils. Okay, le plan, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? De quoi on va parler? Alors, comme je vous disais, dans la première partie, on va évoquer les grands principes de l'évaluation psychométrique par test, avec des éléments classiques, j'allais dire, leur introduire le propos pour essayer de situer les choses, de savoir de quoi on parle et de quoi on ne parle pas, c'est important. Et puis ensuite, on évoquera quelques éléments de définition. Et puis on terminera par les fameuses qualités psychométriques d'un test que vous connaissez ou que vous avez entendu parler déjà. Je voudrais qu'on fasse le point là-dessus pour qu'une fois que ça soit fait, ça soit définitivement réglé, parce qu'après on en aura besoin pour la suite du CM, pour le TD, et avec Madame Renaud Camus derrière quand vous parlez d'intelligence. Et en licence 3, et en master 1, et en master 2. D'accord? Fiabilité, validité, sensibilité, ça doit être des choses qui sont pour vous, qui doivent devenir communes, courantes, et plus des gros mots. Et ensuite, dans la deuxième partie, on abordera plus précisément, comme je vous disais, la personnalité. Alors là encore, c'est une facture assez classique, on fera le point terminologique, j'allais dire les grandes définitions, pourquoi on ne peut pas parler de tempérament ou de caractère, etc. Et puis on évoquera ensuite les trois grandes structures actuelles de la personnalité, celle d'Hayden, celle de Catel et celle du modèle en 5 facteurs. D'accord? Je vous expliquerai très largement ces choix-là. Et encore plus pour la personnalité que pour la psychométrie, je vous dirai de quoi on va parler et surtout de quoi on ne va pas parler. Parce que malheureusement, on a peu de séances ensemble et on faudrait bien plus que tout faire. Ok? Donc voilà un petit peu le plan de bataille qu'on va suivre ensemble. Vous voyez, ça va nous occuper un petit bout de temps. Je vous dis tout le plan sur Moodle. On peut retenir pour l'instant qu'il y aura deux grandes parties, la psychométrie et la personnalité. On y va, partie 1. Les grands principes de l'évaluation psychométrique par test. Ok, donc on va commencer par ça aujourd'hui. Alors la première chose qui frappe quand on parle de test, c'est la confusion qui règne autour de ça. C'est-à-dire qu'un test psychologique, un psychotest, on l'appelle aussi souvent, c'est à la fois quelque chose qui est considéré comme caricatural, comme trop schématique. Ça dépend des questions qu'on pose. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Comme dangereux aussi. C'est-à-dire qu'on met des gens dans des cases.
alors qu'il y a une pluralité, une complexité de l'individu, des individus en groupe, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'on entend, de la part de psychologues, ou d'autres d'ailleurs, un ensemble d'éléments sur les tests qui ne sont pas rassurants. Et puis à côté de ça, je indiqué en dessous, le test, en psychologie, puisqu'on parle de ça, est essentiel et nécessaire à la pratique. Encore une fois, je le répète, il faudrait vraiment qu'on axe notre propos là-dessus. Pour que ça vous serve à quelque chose. Cette fameuse réflexion qu'on peut avoir ici là, ça sert à quoi? On fait plaisir, on fait des cours, mais voilà. Là, on va essayer de comprendre à quoi ça sert pour tout le monde. C'est nécessaire pourquoi? Parce que la mesure, elle est partout. On mesure tout. Alors, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je ne sais rien. Simplement, le constat, il est le suivant, on mesure tout. Ok? On mesure les mesures physiques actuelles, les mesures économiques, les mesures psychologiques, on les verra. Tout est mis en mesure. D'accord? On fait des rapports sur à peu près tout. Entre ces deux éléments-là, on a évidemment, nous, psycho, une place de choix. Parce qu'on va utiliser ces fameux tests en psycho, psychotests, même si on va vite évacuer ce terme-là. Et donc, on a besoin de savoir finalement si, effectivement, ils sont schématiques, caricaturaux, ou, et peut-être nécessaires. D'accord? Dit autrement, ce que je veux commencer par faire, c'est évacuer tout ce qui n'est pas de l'ordre du test, de l'évaluation psychométrique par test en psychologie. D'accord? Vraiment. Comme ça, on saura effectivement de quoi l'on parle. Très vite, très rapidement, on va vite voir de quoi je parle. Ce dont on va parler, ce qu'on va laisser de côté, si je le prends dans l'autre bout, ce dont on va parler, donc, ce sont les outils de mesure éprouvés. Les processus, fonctions, traits, états psychologiques non observables. On appelle aussi des constructs. Des constructs. On va prendre le terme anglais. On est fait de ça, gouverné par ça. L'intelligence, la mémoire, les traits de personnalité, les traits d'anxiété, capacité de raisonnement, tout ça encore. Tous ces éléments sont bien des construits psychologiques, des processus cognitifs auxquels on n'a pas accès. Et pour autant qui régissent un certain nombre de nos attitudes, pensées, croyances, opinions, conduites. Et la raison principale de notre intérêt, eu égard à ces éléments, c'est bien ça. Nous, en tant que psychologues, connaître ces éléments-là, ça va nous apporter un certain nombre d'informations diagnostiques, pronostiques, pour tel patient, pour tel travailleur, pour tel enfant en difficulté. D'accord? Donc on va parler de ça, essentiellement de ça. Alors au début, le test, on ne sait pas trop quoi en penser, et puis on a un réflexe comme ça d'avare cognitif, en disant c'est marrant, c'est drôle, le psychotest, c'est quelque chose qui va nous amuser. On va pouvoir faire l'été sur la plage, pour savoir si c'est la bonne année, pour trouver l'amour, ou autre. Et puis, dès cette introduction, c'est un petit peu l'autre pôle qui revient en force. C'est pas si marrant que ça, le test en psycho. C'est sérieux comme question. Et oui, évidemment, fondamentalement, c'est sérieux. Mais je ne vais pas faire que le dire, l'affirmer, on va essayer de vous démontrer. C'est sérieux pourquoi? Parce qu'on en a besoin dans notre pratique. C'est des choses importantes. Quand on fait un diagnostic pour savoir s'il y a telle ou telle prise en charge à faire pour tel ou tel sujet, patient, enfant, ça a des conséquences importantes. On n'est pas dans à peu près. On verra qu'il y a un certain nombre de probabilités d'erreur associées à chaque diagnostic. Mais c'est important de poser un bon diagnostic sur une situation, quelle qu'elle soit. D'accord? C'est évident ce que je dis. Sauf que si on accepte cette évidence-là, eh bien on comprend que le test en psycho, c'est sérieux. On va voir qu'est-ce qu'on appelle sérieux. Ce sont donc, comme c'est indiqué ici, en gros, une évaluation psychométrique de construit psychologique, c'est ça qu'on fait. Ah, donc plutôt que parler de psychotest,
ou mieux parler, c'est un peu plus long, pardon, mais c'est juste d'évaluation psychométrique par test, questionnaire, il y en a d'autres, mais nous on va se centrer là-dessus, de construit psychologique. Alors pour commencer, ICM, enfin pour continuer, puisque je vais déjà un petit peu commencer maintenant, et une fois qu'on a posé ce qu'on va faire, de quoi on parle, je voudrais quand même évoquer ensemble, très concrètement, ce que ce n'est pas. En gros, c'est différent, le symbole différent, c'est moi, des psychothèses des magazines. Alors je me suis amusé à en télécharger un sur internet il n'y a pas longtemps, début janvier je crois. J'ai été sur Femme Actuelle. Pourquoi j'ai été sur Femme Actuelle? Parce que ma mère lit Femme Actuelle encore aujourd'hui. Enfin bref, pour ça. Voilà, donc j'ai été versé dans mon enfance par des magazines de Femme Actuelle. Et voilà, ça m'a fait penser à un magazine que j'avais à disposition. Et je suis dans ce genre de magazine-là, j'aime bien des textes. Ce que j'espérais, mais j'en espérais moins que ça. J'espérais que ça existe encore, Femme Actuelle, parce que je ne sais rien, a priori. Ça existe encore. Voilà, première raison. Deuxièmement, j'espérais trouver des tests. J'ai trouvé des tests. Troisièmement, j'espérais trouver des choses qui s'appellent psychotests. Gagné, ça s'appelle psychotest. Et quatrièmement, j'espérais trouver des psychotests qui soient en gros du grand n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai trouvé. Donc je voulais quand même vous faire partager ça pour vous montrer que c'est pas ce qu'on va faire. D'accord? Mais c'est très trompeur. Ça s'appelle test, ça s'appelle psychotest, et ça donne des scores sur telle ou telle tendance. C'est quand même exactement ce que je viens de dire. On fait du test en psycho pour donner des scores et diagnostiquer telle ou telle tendance. Il n'y a pas de différence sur la forme. Sur le fond, on imagine bien qu'il y a bien plus qu'un fossé. D'accord? Donc, êtes-vous accro? Alors, le psychotest s'appelle êtes-vous accro au sac? Si vous trouvez, pourquoi pas? Il y en a plein, vraiment il y en a plein. Je ne sais pas s'il existe encore sur la page de Femme Actuelle, mais je l'ai récupéré, je crois, le 9 janvier. Ah, donc, je vous donne les éléments, j'ai rien inventé, je vous assure. Ça doit être mis à jour tous les jours, donc il ne s'y trouve plus, mais le 9 janvier, c'est ça, le 9 janvier 2014, il s'y trouvait, en une de femmeactuelle.fr. Je me suis dit, on va le faire. On va le faire, je vais le faire, pour savoir à quoi il ce que je vous propose, c'est de suivre la démarche. Faisons-le ensemble. Hein, je vais prendre le temps, je vous le répète, vraiment je veux vous montrer tout ça. Alors, psychotest, j'ai tout téléchargé, c'est comme ça. Récupéré de femmeactuelle.fr, voilà, le 9 janvier. Donc, êtes-vous accro au sac? Faites le test. Alors, voilà, c'est des diapos, mais c'était, donc je clique dessus. Alors, il y a 8 questions. On le fait ensemble. Hein. S'il n'y a pas en rouge, c'est mes réponses à moi. C'est pas forcément les bonnes. Mais là, je ne fais pas grand-chose dans le sac. Quoique, peut-être un peu plus ou un peu moins d'autres, j'en sais rien. En tout cas, j'ai fait le test et on va le faire ensemble. D'accord? Alors, pourquoi Coco Chanel a-t-elle baptisé son sac de 2,55? Moi, j'ai mis c'est une référence. Mais j'invite chacun d'entre vous à le faire. Hein. Là, tout de suite, maintenant. Vous notez un petit point et je vous donne la réponse juste après. Si vous avez la bonne réponse, vous avez un point. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous avez 0. D'accord? Pour moi, j'ai mis c'est une référence. C'est pas parce que les uns étaient enfants. Je vous donne la réponse maintenant. Vous avez choisi. On y va. C'est une date. C'est une date. Donc, moi j'avais faux, peut-être que ça tombe toujours juste. Bref, on comptera les points à la fin. D'accord? Date de février 50. Le Kémy d'Hermès. Deuxième question. A été conçu en. Alors, moi j'ai pensé de 1935. Je ne sais pas si c'est vrai, enfin, moi je veux pas. J'ai hésité à répondre mes réponses. Bonne. Mais, pour pas vous influencer, j'en sais vraiment rien. Donc, voilà, c'est ce qu'on pose. C'est bon, vous avez fait le choix? C'est en 1935, effectivement. C'est un accessoire baptisé comme cela en hommage à Graf Tilly. Vous avez même mis des sur les sacs après. Ça, c'est étonnant. On parle de sac aujourd'hui. À quelle personnalité les Rattouchi a dédié son Jackie? Jackie, vous voulez? Alors oui, comment s'appelle le défi Dior? Le chéri, le favori?
Faites comme vous voulez, mais je voudrais vraiment que vous répondiez. La réponse c'est... La réponse c'est là. La cinquième question. Le guillotine d'Hermès a été imaginé. Bonne question. Dans un avion, dans un train ou sur un bateau. C'est de l'ordre du psychotest, ça. Alors, moi j'ai dit sur un bateau, mais je me souviens que c'est dans un avion. Ouais, c'est l'argent. Ça, j'ai dit. À quoi ressemble l'équipage de Louis Vuitton? Oreiller, pouf ou polochon? Vous savez pas du tout. C'est un polochon. C'est une question d'avance. Pourquoi le pliage de Longchamp s'appelle plus ainsi? C'est ton amour. Donc, pas toujours les directeurs, par contre, vraiment. Parce qu'il se plie, quoi. Tout simplement. Et la huitième, Vanessa Bruno a baptisé son sac Lune. Pourquoi? En référence à la Lune, parce que c'est le prénom de sa fille ou parce qu'elle aimait bien le mot. Encore une fois, vous sentez la tendance. Vraiment, ça va nous servir à nous, psychologues, plusieurs psychologues. Parce que c'est le prénom de sa fille qu'on y avait. C'est ça. Ok? Donc voilà ce qu'on appelle un psychotest qui nous dit une tendance. Être accro au sac ou pas? Alors vous avez eu un certain score, moi si mes souvenirs sont bons, voilà, j'ai eu 4 sur 10. Il donne le résultat après tout le monde. Mais il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins que ça. Je vous assure que j'ai rien trafiqué. C'est comme ça que je l'ai trouvé, c'est comme ça que je vous le lis. Le nombre de questions, les choix, et le résultat, avec un score brut. 4 sur 10. D'accord? Alors, vous voyez petit à petit venir, on a un ensemble d'éléments qui sont associés au psychotest qui met une tendance, qui vont effectivement à l'encontre totale de ce qu'on souhaite faire quand on fait de l'évaluation psychologique par test d'une tendance, d'un construit psychologique. D'accord? Mais là où c'est pas si drôle que ça finalement, c'est qu'on souffre de ça. On souffre de ça parce que quand on arrive avec nos gros sabots de praticiens psychologues, eh bien il y a tout un travail de conviction à faire auprès des patients, je sais de quoi je parle vraiment, hein, des enfants, de la famille, des autres praticiens, pour vous montrer que ce qu'on fait c'est un petit peu sérieux. Il n'y a pas dans femmeactuelle.fr ou n'importe quel autre magazine, hein, j'ai pris celui-ci, parce que voilà, ma mère a pris sa cité Femme Actuelle. Voilà. C'est comme ça, personne n'est parfait. Voilà. Quand on a affaire à un médecin ou à d'autres praticiens hospitaliers, il n'y a pas de, je sais pas moi, de médical IRM dans femmeactuelle.fr. Ou alors d'éléments associés à la kinésithérapie ou à l'ergothérapie ou que sais-je. Par contre, il y a du psychotest. Donc nous, on a ce déficit d'image, et je vous assure que c'est important, qui est notamment nourri, et ça, hein, on a aussi des responsabilités par rapport à l'ensemble d'éléments, mais en tout cas, qui est nourri par ce genre de choses-là. Donc la première arme, et la seule arme, la plus fondamentale qu'on a, c'est effectivement de montrer que l'évaluation psychologique par test est tout sauf ce jeu-là, enfin, je vais l'appeler ainsi, parce que c'est pas autre chose qu'un jeu. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait ces 6 différences? Après tout, dans ce qui est annoncé, on est sur des choses qui renvoient à une tendance mesurée. D'abord parce que ce psychotest, il n'a rien de psychologique. Il s'appelle psychotest, mais il n'a rien de psychologique. Il n'a rien de psychologique. Parce qu'il n'y a aucun concept de psycho. Aucun processus, aucun trait, aucun état, aucune tendance. Entendez par là, effectivement, personnalité, mémoire, anxiété, processus cognitif associé au raisonnement, capacité d'apprentissage pour les enfants, l'affaire qui s'intéresse, etc., etc. De la même façon, il ne se réfère à aucun processus, trait ou état.
comme annoncé, une tendance à être accro au sac. J'ai eu 4 sur 8. Pas mal. Et encore, je dis que c'est pas mal, c'est quelque chose. En tout cas, 4 sur 8, c'est pas 8. C'est pas 0. C'est au milieu. Je n'ose pas parler de moyenne. Ça serait, encore une fois, rendre trop sérieux ce que ce test est en réalité. Donc je suis au milieu, à la croisée des chemins. On peut être accro au sac sans rien y connaître, ou l'inverse. On est d'accord. Vous avez vu comme moi la teneur des questions. Et encore pire encore, j'allais dire. Il n'en reste plus évidemment que la fonction de jeu à ce test. Ça sert à identifier un certain degré de connaissance objective. Même pas. On peut répondre tout à fait au hasard. On a une chance sur 3 d'y arriver, avec des évidences parfois. Pourquoi le sac explique? Parce qu'il explique la réponse. Là, je ne sais pas quel est votre score personnel, mais il m'étonnerait beaucoup que l'un d'entre vous, on va varier, là, peut-être ça, on va voir, ait eu 0 sur 8. À mon avis, on est plus autour du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6. 8 sur 8, ça m'étonnerait aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, évidemment, pas forcément, caricature un peu le trait, vous avez compris, la prétention, comme professeur de psychotest, de faire du concept psycho, du processus, du trait. C'est vrai. Alors à ce moment-là, on ne dit pas que c'est psycho-test. Mais on a au moins l'intention affichée de mesurer une tendance. Ou, avec les questions, un degré de connaissance objective, historique, ici. Mais ça ne fait même pas ça non plus. D'accord? C'est pas vrai. En gros, sans rien connaître, je peux avoir un score correct, au milieu, et je peux être tout à fait accro au sac, et pour autant, avoir aucune idée des réponses à aucune des questions. D'accord? Donc il n'y a rien de psychologique, le jeu. Et deuxièmement, vous l'avez compris, dans la suite de la démonstration, ça n'a rien d'un test psychologique, psychométrique. Du coup, pourquoi ça n'a rien d'un test psychométrique? D'abord, il n'est pas logique. Un test, tous les tests, sans exception. Inventaire, outils, échelle, vous appelez comme vous voulez. Ça a une logique de structure. C'est-à-dire que ça propose un ensemble d'items, de questions, d'affirmations. Cet ensemble, il peut être petit ou grand, peu importe. Dans la personnalité, on parlera d'inventaires qui vont jusqu'à 240 items. On en fera en TD cet après-midi en entier. Mais encore une fois, pour poser les pratiques. Pour ne pas rester dans ce concept. Et puis ça peut être plus court. En tout cas, ça a une logique de structure, forcément. Là, vous voyez bien que chacune des questions est complètement indépendante. Ok? Ça pioche les grandes marques, les grands sacs, et ça évoque par là une date, par un lieu, par encore un autre endroit, une anecdote, c'est le prénom de sa vie, etc., etc. Ça n'a aucune logique de structure. Ça n'a aucune sensibilité. Moi, je commence à introduire des termes qu'on retrouvera très largement en psychologie. Ça n'a aucune sensibilité, c'est-à-dire que tout test, tout outil de mesure psychométrique, je reviendrai là-dessus sérieusement en définissant formellement ces choses-là. Mais retenez de la sensibilité, si elle existe, qu'elle revient à la capacité à discriminer, à distinguer les individus. D'accord? C'est-à-dire qu'avec un certain nombre de questions, avec un certain nombre d'échelles de réponses, on arrive à créer des scores qui sont très distincts les uns des autres, différents d'un individu à l'autre. Dans la personnalité, c'est fondamental. Je pourrais couper l'empire en deux et puis proposer que ici on est extraverti, ici on est introverti. Et bien évidemment, cette catégorie est extrêmement beaucoup trop schématique. À l'intérieur des extravertis, tant est que j'ai raison, il y a des degrés. Pareil pour les introvertis. Et le dernier des introvertis, il est beaucoup plus proche du premier des extravertis que les pôles.
Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de sensibilité, on a besoin de discrimination. Et ça, on sait très bien faire. Dans la conception du test et dans la collecte des données et dans l'analyse de ces données. Là, vous voyez bien que même s'il y a un 0 jusqu'à 8 sur 8, ben, ça ne fait pas beaucoup de scores différents. Il n'y a aucune fiabilité. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait les rendre au hasard. Bien, correctement, de façon satisfaisante. Ça mesure finalement pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle l'absence de validité. Je vais dire, ça annonce une mesurer quelque chose. Non, c'est pas vrai, c'est faux. En fait, la validité d'un test, c'est la qualité principale, je veux dire, qui nous permet de savoir si le test mesure ce qu'il est censé mesurer et rien d'autre. Quand j'annonce, moi, praticien psychologue, que ce qui va m'intéresser, c'est la personnalité d'un individu, je dois mesurer sa personnalité essentiellement et rien d'autre. C'est aussi inefficace de mesurer un peu plus que la personnalité qu'un peu moins, sachez-le. Là, si on a une espèce de méga test, une batterie, avec de la personnalité en gros, mais aussi un petit peu d'attitude cognitive, un petit peu de raisonnement, un petit peu de capacité d'attention. C'est pas très grave, dans ce grand tout, j'ai ma personnalité. C'est autant éviter que si j'oublie la moitié des dimensions de ma personnalité qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? Donc ça doit mesurer censé mesurer et rien d'autre. Et vous imaginez bien que ça demande du travail, des tests d'hypothèse, des premières versions de questionnaires qui sont peu à peu améliorées pour arriver à une version finale. Et enfin, ça n'a aucune utilité. Pauvre test. C'est un jeu, ça peut être marrant. Qu'est-ce que je dois déduire d'un score de 4 sur 8? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une moyenne, c'est pas une moyenne. Une moyenne, je rappelle, c'est un ensemble de scores qu'on additionne et qu'on divise par le nombre d'individus. C'est ça? Une espèce de valeur médiane peut-être, encore que la médiane, ça divise l'empire en deux, du point de vue du nombre d'individus. C'est pas ça non plus. Donc c'est une espèce de valeur un peu centrale, milieu. Mais en tout cas, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour que c'est un brin d'utilité? De savoir, par exemple, ensemble, faire un tour de table, et vous me disiez chacun combien vous avez lu. Et là, on pourrait introduire une espèce d'utilité. Avec des gens qui ont lu moins que moi, d'autres plus, et un gros paquet, parce que c'est à peu près comme ça que ça se distribue, autour de 3, 4 ou 5 sur. Vous voyez? On commence à donner du sens à un score à partir du moment où je le compare, je le confronte, je le positionne aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle vraiment du très simple. Mais ce que je viens de dire, mine de rien, eh bien, ça fait à peu près le tour de ce que je veux que vous sachiez de la psychométrie. On a ici les qualités qui sont listées, la structure, la sensibilité, la fiabilité, la validité, et en dernier point, on a comment aboutir un score, une mesure toute relative, en la positionnant dans un ensemble d'autres mesures. Vous voyez bien, autrement, ça n'a pas de sens. Si je fais ce fameux tour de table dont je parle à l'instant, et que je sais qu'il y a des gens qui ont moins que moi, d'autres plus que moi, et un gros paquet de moyens comme moi, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux situer ma performance en disant que je la partage avec un gros paquet contre groupe, et que certains sont meilleurs et d'autres un peu moins bons. Premier élément qui donne du sens. Deuxième élément, je sais combien, je peux vous compter, vous êtes 250. Je sais combien ont eu moins que moi, beaucoup moins, je sais combien ont eu plus que moi, beaucoup plus, et je sais combien ont eu à peu près comme moi. Eh bien voilà, vous avez fait ce qu'on attend d'un praticien psychologue quand il utilise un test. Vous avez recueilli une donnée que vous avez relativisée dans un grand ensemble de données comparables.
C'est juste ça, le test antisémite. Et ce que je viens de décrire là, ceux qui ont moins, ceux qui ont plus, ceux qui développent pas assez de moyens, c'est ce qu'on appelle la distribution normale. J'y reviendrai pas aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Alors là, surtout pas, mais vraiment pas le temps. Ça peu importe, c'est pas grave. Parce qu'elle est fondamentale pour nous, parce que je sais que c'est vraiment typiquement là où vous luttez, comprenez pas le principe, ça vous est donné comme une évidence, moi je voudrais qu'on la décortique. Et le premier élément que j'apporte à ça, c'est vraiment ce petit exercice là, qui fait qu'on va dessiner ensemble une distribution normale. Ok, mais j'y viendrai très largement. En tout cas, si vous avez compris ce que je viens de dire sur le psychotest, eh bien on y est très largement. C'est pas plus compliqué que ça, je vous assure. Deuxième point par lequel je voulais aussi commencer ce thème. D'accord, je vais finir ce grand point introductif qui, j'espère, assez simplement, nous a bien aiguillé vers ce qu'on fait, l'évaluation psychométrique, et ce qu'on ne fait pas. Et pourquoi on ne fait pas. Et je vous invite à refaire l'exercice avec n'importe quel psychotest, et vous verrez qu'on tombe toujours sur les mêmes écueils, toujours sur les mêmes inconvénients. Ce qui fait qu'au final, ce ne sont que des jeux, plus ou moins drôles, mais absolument pas des tests, des psychotests qui mesurent des tendances. Ok? Alors, premier chapitre, dans le plan, c'est marqué chapitre 1, c'est celui-ci, l'évaluation psychométrique. Un deuxième élément sur lequel je voudrais vraiment insister. Par qui, pourquoi? Encore une fois, je voudrais vraiment balayer cette inertie sur laquelle, pour ceux qui vont s'orienter vers tel ou tel type de psycho, en master, ça ne sert à rien ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais que c'est une étiquette que vous mettez assez facilement sur tel ou tel UE. Je ne veux pas juger ça, peu importe. Je ne sais pas quel choix vous allez faire, je ne sais pas si effectivement vous êtes utile ou pas. Ce qui est évidemment fondamental de l'appliquer, peu importe. Ce que je sais juste, c'est que pour la psychologie, vous avez tort de penser ça. Tous les psychologues, tous, sans exception. Je vous ai pris des exemples typiques, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. J'ai pris les 4 grands thèmes, domaines, spécialités, vous appelez comme vous voulez, secteurs qui sont enseignés ici, mais ça sert à tout le monde. Le clinicien, il va toujours avoir besoin, dans sa pratique, de mesurer l'anxiété, la dépression, les troubles cliniques divers. Ça se fait par autre chose que des tests. J'y reviendrai très largement après, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous vends pas ça, cette espèce de clé magique. C'est bien l'écueil qu'il faut éviter une fois qu'on sait ce que c'est qu'un test en psychométrie. Je vais y revenir après. Mais simplement, il y a des outils, tests, qui permettent de mesurer ça. Et dans la pratique quotidienne du clinicien, c'est utile. L'anxiété, ça se mesure notamment par ce qu'on appelle la SAI, l'échelle anxiété Fraïda de Sophie Berger. Il y a l'inventaire de dépression de Beck aussi, la PDI, qui sont des outils majeurs. Quand on s'intéresse à la psycho du travail, social, des organisations, cette espèce de grand paquet là, on peut tout à fait être intéressé par mesurer la motivation, les intérêts professionnels, ou encore la personnalité. On va faire mieux. J'ai choisi la personnalité, je vais choisir plein d'autres choses. Pourquoi la personnalité? Je le fais parce que dans le cadre de la psychométrie, ça vraiment, c'est l'un des 2 grands champs qui a accompagné l'évolution de la psychométrie. Comme c'est l'intitulé du discours, c'est bien d'en parler. Un psychosocial des organes, c'est un peu plus ma partie, donc c'est quelque chose dont je peux parler. On est effectivement constamment intéressé par ce genre de mesures-là. Quand on a affaire à un bilan de compétences, quand on a à recruter quelqu'un, quand on a à reclasser quelqu'un. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, ce sont des questions essentielles, bien plus qu'hier. Le recrutement, le reclassement, le bilan de compétences, on en parle tous les jours. Il y a des outils sur ça, ceci, et bien d'autres encore. Ça va s'en servir, c'est quand même utile. Les masters 2 qui sortent de notre master, du travail aujourd'hui, quand même beaucoup dans ce domaine-là. Avec le classe de travail, ce sont les 2 grands secteurs qui recrutent. Vous ne pouvez pas vous passer de cette compétence, c'est pas possible. En développement, ceux qui sont plus intéressés par ce secteur-là,
on a plein de batteries tests qui mesurent vous avez pris l'exemple de le vélo, il y en a plein, qui mesurent les capacités de lecture, les capacités d'apprentissage, etc. Avec le premier test qui va louer. Encore une fois, on a besoin de ces connaissances-là, pas toujours, on ne s'en sert pas tous les jours pour diagnostiquer des difficultés d'apprentissage. C'est quand même fondamental. La dyslexie, c'est un thème énorme encore aujourd'hui, qui recrute, qui permet de nous insérer. Il s'agit quand même bien de ça au final. Il faut savoir quand même s'en servir, savoir la mesurer. Et enfin, pour ceux qui s'intéressent à la neuro, alors j'allais dire fondamentalement, la pratique est basée sur les tests. Je vous ai parlé de la fonction sélective avec Sproul, mais il y en a plein d'autres. Le raisonnement, la mémoire sélective, les différents types d'activités, etc. D'accord? Donc, tout le monde en a besoin pour faire tout ça. Et vous voyez que là, on a fait un grand tour d'horizon. Je vais peut-être pas inclure tout le monde tout le temps, mais on est quand même dans quelque chose qui va, pour la majorité d'entre vous, être l'une ou l'autre des voies que vous allez suivre si vous souhaitez continuer. Donc au final, on en arrive, et je voudrais vraiment que ça soit de l'ordre du constat, et pas de quelque chose d'imposé. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai pas été assez clair, je vais le demander très largement. N'hésitez pas à m'interrompre aussi. Mais finalement, le test questionnaire, il est beaucoup utilisé par les psychologues, parce qu'il est très efficace pour mesurer un construit, si tant est qu'il y a les qualités psychométriques suffisantes. Entendons-nous, bien évidemment. Mais tous les chaînes dont j'ai parlé, et plein d'autres encore, ont ces qualités. Donc ils sont très efficaces et ils sont très pratiques. Pourquoi ils sont très pratiques? Parce qu'effectivement, comme c'est indiqué, ils donnent de la valeur à nos mesures. Un espèce de score quantitatif, numérique, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Mais on a un chiffre à disposition. Alors, encore une fois, ce n'est pas un parti pris quantitativiste. Je vais y revenir juste après. Simplement, c'est un élément utile. C'est l'un des ingrédients majeurs pour poser un bon diagnostic à un bon produit. Ça ne doit pas être le seul. J'ai dit que doit pas être le seul. Évidemment. Vous ne pourrez pas dire autre chose. Mais, fondamentalement, c'est efficace et pratique. Donc, quand on sait se servir d'un test, comme on sait se servir de tous les tests, d'où le caractère fondamental de ce qu'on va faire ensemble, eh bien, c'est gagné. On arrive à mesurer à peu près tout et à y mettre du score quantitatif. Sauf que, vous l'avez bien compris, en tout cas si ce n'est pas le cas, j'y reviens, même si le score obtenu par un test, une évaluation psychométrique directement par test, est un outil essentiel à votre pratique, un ingrédient de base à votre recette qui fera votre diagnostic, ce n'est qu'un ingrédient parmi d'autres. Pour deux raisons majeures. Vraiment, je vous entendais ça, c'est pas magique. C'est efficace, c'est pratique, mais c'est absolument pas l'alpha et l'oméga d'un diagnostic. Vraiment. Pour deux raisons majeures. La première, c'est le début de la phrase, c'est que le score, tout complet qu'il soit, tout issu d'un test hyper fiable, hyper valide qu'il soit, je vais arrêter là la parfaite n'est pas une mesure exacte, objective, finie, d'une performance, d'un état, d'un trait, d'un processus. « 4 sur 8 à ce fameux psychotest, si je reprends cet exemple, ça ne me dit rien du tout sur rien. Mais 14 en histoire géo au bac, ça ne me dit rien de plus. En l'état, rien du tout. 100 en extraversion, ça ne me dit rien non plus. Je vais y revenir.
On va décortiquer ça. Mais réfléchissez-y. Le 14, il n'a de sens parce qu'il est accompagné d'un certain nombre de repères. Alors pour vous, ces repères-là, ils sont évidents. Vous êtes baignés là-dedans, le système scolaire français, les repères sont toujours les mêmes. Je vais y revenir. Mais dès que je vous parle d'instant en extraversion, alors là, vous me suivez un peu plus. C'est vrai que ça ne veut rien dire en l'état. C'est quoi ce score en extraversion? Score de base. Ça ne nous dit rien. Ce score brut, il ne nous dit rien. Ce n'est pas une mesure exacte. Ce qu'on appelle une mesure exacte, ça pourrait être clair, c'est les mesures physiques qu'on connaît bien, par exemple. 1 mètre est 1 mètre. Pour tout le monde. Parce que ça renvoie à, je ne sais plus, 2,5 millions de micro-photons par rayon de lumière, des choses comme ça. Peu importe. Là, en 3 mots, je viens de dire 4,5, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est physique, on ne l'a pas inventé, ça c'est un constat. Et comme la lumière spatiale est la même que le monde, globalement, eh bien on arrive à se mettre d'accord sur ce qu'est 1 mètre. Le sang en extraversion, c'est pas ça. Mais quoi faire, à part le constater qu'on n'est pas des physiciens? Eh bien, y remédier en donnant du sens à ce sang. En gros, on mesure des choses qui ne sont pas observables, et la conséquence, c'est que ce sont des mesures relatives. Premier élément qui nécessite qu'on comprenne ce score comme quelque chose de l'ordre d'un ingrédient par l'autre. Et le deuxième, mais finalement c'est le corollaire du premier élément. Pourquoi ce n'est qu'un ingrédient par l'autre? Parce que dans un diagnostic qui se veut complet, efficace, utile aux patients et en face de nous, on a un intérêt majeur à venir compléter le score au test par d'autres éléments. Convergents, si on va dans le sens d'un bon diagnostic, ou divergents, si ce n'est pas le cas, auquel cas on va refaire encore une autre démarche. Ces autres éléments, c'est quoi? Plein de choses, hein. Ça peut être le score à un autre questionnaire personnalité. Parce qu'ils ne mesurent pas tous la même chose, croyez-moi. Les auteurs ne sont même pas d'accord sur le nombre de facteurs. Alors je ne dis pas le contenu, c'est la façon de les mesurer. Donc c'est quand même bien quand on a, dans une procédure de reclassement, quelqu'un à profiler pour savoir si ça va être un bon gestionnaire de groupe, conducteur de réunion, chef d'équipe. C'est fondamental ça. Au-delà de ses compétences techniques. On a tout intérêt à cibler le bon outil. Et comme le bon outil, ben, il n'y en a pas, on a tout intérêt à avoir en tête qu'au score associé à l'outil de base, puisqu'il y en a toujours un qui se dégage quand même, on va devoir y associer d'autres scores, aux mêmes outils de personnalité, pour savoir s'il y a bien une convergence de points de vue. Et à côté de tous ces scores, qui restent quantitatifs, eh bien il y a tout qu'on connaît. L'observation fondamentale. Les entretiens sont fondamentaux. Le matériel médical, l'IRM, c'est un autre outil qui va mesurer un certain nombre de fonctions cognitives ou autres qu'on va associer au test psychométrique pour savoir si on est dans le bon diagnostic ou pas. D'accord? Mais tous ces éléments, ça fait partie de la batterie du psychologue. Alors vous n'aurez pas besoin de tout le temps, évidemment, on s'entend. Selon votre pratique, ça va plutôt être ça ou ça. Et même à l'intérieur de votre pratique, selon la difficulté diagnostique, le temps que vous avez, les moyens à disposition. Vous ne pourrez pas tout faire tout le temps. Sauf que mon job à moi, c'est de vous dire que ça existe et que c'est essentiel dans le cadre d'une bonne pratique. D'accord? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et pour plein de raisons qui ne sont pas forcément de notre fait, à nous, il y a un ensemble de diagnostics, de pronostics, de l'examen psychologique de toute nature qui sont faits à la va-vite, sur la base d'un seul test, d'une seule observation. Eh bien, ça crée, vous l'avez bien compris, un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de difficultés à bien diagnostiquer, à bien prendre en charge. Et on constate un certain nombre de conduites qui ne vont pas dans le sens de celles qu'on aurait souhaité. D'accord? Du patient clinique jusqu'au type prise en charge pour des problèmes neuro, en passant par le gamin et ses difficultés d'apprentissage, ou le travailleur qu'on n'a pas bien entendu. Ok? C'est tout ça. C'est ce
tout cet ensemble d'éléments qu'il faut avoir en tête quand on fait de la psychologie. Et c'est déjà l'heure de faire la pause. Ce qui m'intéresse à la nature des phénomènes mentaux, des construits psychologiques non observés. Ah, je l'ai dit, je le redis, la définition, c'est vraiment pas mal du tout. Il n'y a pas plus à en savoir. D'accord? Alors c'est un petit effort que je vous demande de retenir ce genre de définition-là. Il n'y en aura pas 10 000, et elles seront, pour la grande majorité d'entre elles, aussi plus que celle-ci. Vous parlez de sensibilité, de fiabilité, de validité, avec des définitions les plus succinctes possibles. Psychologie n'est pas là. Pas obligé de vous faire rentrer dans ce qu'est la psychologie. Pas vous trouver des experts tout de suite. Donc voilà ce que c'est que la psychologie. Associé à la définition de la psychométrie, branche de la psychologie, on a effectivement un ensemble, parce que ça rentre aussi dans ce cadre-là, on a effectivement un ensemble de méthodes, d'outils, de théories à disposition pour concevoir des pistes. D'accord? Donc la psychométrie, c'est la branche de la psychologie, etc. Et une de ses excroissances, j'allais dire, une de ses conséquences, c'est que, en fait, on met sous le chapeau de psychométrie aujourd'hui tout un ensemble de méthodes, de paradigmes, d'outils, de théories, qui vont nous permettre de concevoir des pistes. D'accord? Le test psychologique, puisqu'on en parle. Alors, encore une fois, je vais vous faire montrer. Voilà, le test psychologique, c'est ça. Et je vais y revenir juste après dans ce que je dis. Mais vous l'avez sur Moodle, dans son nom. On a donc, pour le test psychologique, on prend un peu de temps quand même là-dessus aussi. L'objectif de mesurer, de façon standardisée, tous les mots comptent, le degré auquel un individu, quel qu'il soit, manifeste une certaine caractéristique. Qui permet, la deuxième partie est tout aussi essentielle, qui permet de le comparer et de le positionner par rapport à son groupe de référence. Alors, je vais détailler tout ça, parce que c'est assez court, effectivement, mais dans cette définition-là, quand on s'y penche, il y a plein de choses qui, à l'heure actuelle, tout de suite, là, sont floues. C'est quoi une mesure qu'on appelle standardisée? Alors, vous comprenez bien ce mot-là, on le comprend tous quand on y accède, mais ça veut dire quoi concrètement? Le degré associé à la caractéristique, ça veut dire quoi en termes de score? Est-ce que c'est un score élevé dans l'absolu, tout près du maximum de l'échelle, ou est-ce que c'est un score qui est partagé par peu de personnes dans le même cas? On n'en sait rien. Ça veut dire quoi ce degré? On va le voir ensemble. Et autre élément d'importance, la comparaison, le positionnement. Là, c'est-à-dire, encore une fois, ce qu'on mesure, ce n'est que de la mesure relative. En gros, ça n'a aucun sens si ce n'est pas positionné dans un ensemble de mesures comparables. La fonction essentielle du test est là pour vous le rappeler. On est vraiment dans une mesure qui n'a de sens qu'en comparaison aux mesures effectuées sur d'autres individus qui vous sont comparables, vos semblables, vos pairs. C'est le dernier élément qu'il faut décortiquer, c'est quoi le groupe de référence? Est-ce que ça se définit en termes de genre, en femme? Oui, certaines fois. Est-ce que ça se définit en termes d'âge? Aussi. Est-ce que ça se définit en termes de degré, justement, associé à telle ou telle trait de personnalité, qui fait qu'on passe dans du normal versus du pathologique, etc. C'est quoi le groupe de référence? C'est à définir parce que, fondamentalement, c'est la base. Positionner une mesure, dans quoi? Dans un ensemble de mesures obtenues d'individus comparables à l'autre. Si on n'a pas ça, on ne donne pas de sens à notre vie. D'accord? Ce fameux sens en extraversion, qu'est-ce que c'est? Pour lui donner du temps, on a besoin de tout ça. Okay. Donc c'est ce qu'on va décortiquer jusqu'à la fin de l'heure maintenant.
c'est effectivement comment on arrive à ce qui est annoncé ici, quand on fait un test psychologique, c'est-à-dire de la mesure. En gros, comment on mobilise les éléments de psychométrie pour arriver à ça. D'accord? Ça, ce sont des éléments de base qui sont effectivement inévitables, mais je voudrais vraiment qu'on fasse de la cuisine maintenant. Ok? Je vais présenter le gâteau, il est beau, appétissant ou pas, ça dépend si vous avez faim maintenant tout de suite. Mais en tout cas, avant de faire le gâteau, il faut des ingrédients. On va développer ces ingrédients. Le premier d'entre eux, c'est l'étalonnage. On y vient. On rentre dans le dur, si j'ose m'exprimer ainsi. Étalonnage, standardisation, distribution normale. Je vous l'annonce, c'est dans le plan, on va faire ça. Mais vraiment, encore une fois, comme la psychométrie est très psychologique, maintenant vous savez de quoi il en retourne, et c'est simple, en tout cas c'est court dans la définition, je veux pareil pour les éléments que j'avais dénoncés. Je vous ai mis un document qui est à cette état. Voilà. Oui, après une fois, c'est vraiment court. Ça fait 5 lignes, mais parce que c'est du time 40. En time 12, ça fait 1 minute. Et ça suffit. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Je ne vais pas en faire des tonnes sur l'étalonnage. Il y a des problèmes qui sont comme ça l'étalonnage. On n'en finit plus. Parce que quand on commence, on ne sait pas quand on termine. On était ado, on ne vient pas fort. Mais bon, ils sont bons, c'est putain sur l'étalonnage. Mais pour autant, on n'en sait pas plus que ça. En tout cas, pour nous, ça suffit. Le principe de base, vous l'avez compris, je le répète, je le martèle. Vous l'avez mis en place de base, vous trouverez le site qui accompagne. C'est que le score au test psychologique, entendez-moi bien, ce n'est pas une mesure absolue, mais c'est bien une mesure relative. Alors ça doit s'entendre de deux points de vue complémentaires. Mesure absolue, non interprétable telle quelle. Ça veut dire quoi? Concrètement, si vous avez 0 à un test de l'arithmétique, ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune habilité d'aucune sorte en arithmétique. C'est pas vrai, et vous comprenez très bien, c'est évident ces choses. Eh bien si c'est évident, tant mieux, parce que ça veut dire ça, la mesure qui n'est pas absolue, interprétable dans l'état. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'au test du jour, parce que effectivement vous avez peu de capacités en arithmétique peut-être, ou alors parce que c'est pas possible d'être pratiqué. Vous n'avez pas révisé que celle encore. Vous avez eu un 0. Mais évidemment vous savez faire des soustractions, des additions, etc. C'est une évidence. Pour parler des choses qui sont plus proches de nous. 0 un test d'anxiété, ça ne veut pas dire que vous avez une absence absolue d'anxiété. On parle de l'état anxieux ou du très anxieux. Peu importe encore une fois. Pour ce test-là, étant donné les éléments qu'il propose à l'analyse, eh bien vous avez un score minime, 0. Ça veut dire ça, le fait que ce n'est pas une mesure absolue. Même un 0, ce n'est pas une absence de quantité, degré, tendance d'anxiété. Un score au test, c'est donc une mesure relative, on l'a tous compris, qui nécessite d'être comparée pour avoir du sens. Alors, encore une fois, je reviens sur des éléments de base. Je vais illustrer mon propos par des éléments basiques. C'est quoi une note de 14 en histoire géo? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rien fait concrètement de ça. C'est rien. Croyez-moi, c'est rien. Pourquoi le 14 il a du sens? Et il a un sens automatique pour nous, parce qu'on est baigné là-dedans. Le système scolaire français, il fait en sorte que cette note de 14, ça nous parle à tout. Mais pourquoi? Parce que par réflexe, vous accompagnez cette note d'un certain nombre d'éléments. Vous le rapportez à 20, parce que le système scolaire en France, c'est 14 sur 20. On le sait tous, c'est automatique. Mais si ce 20 n'existe pas, eh bien, il n'a rien à dire, 14, vous comprenez bien. 14 sur 20, c'est pas 14 sur 50 ou 14 sur 100, et pourquoi pas? Il y a d'autres pays qui mettent des notes sur 100. Il y a d'autres pays qui même mettent que des lettres. Leur système de notation n'est pas plus archaïque qu'une note. Il est différent. Donc ce sur 20, il a un sens fondamental. 14 sur 20.
On a aussi une note minimale. On sait que c'est 0, la prise des notes. Ça pourrait être un score négatif. Pourquoi pas? Automatiquement, 14 sur 1, avec un min qui peut être de 0, ça a du sens. Et, plus important encore pour nous, et vous comprenez mon propos, j'espère, le 14 il n'a de sens en tant que note, j'entends, que quand il est situé dans une moyenne. Si vous avez 14 en histoire géo, mais c'est une année où tout le monde a réussi ça, et que la moyenne c'est 18, la belle affaire d'avoir 14, c'est pas bon. Tout le monde avait 18, ou la moyenne est 18. Si vous avez 14 et que la moyenne est 10, déjà on va largement vous encourager à faire prof d'histoire. Parce que vous avez une performance éclatante par rapport à celle des autres, comparable à vous. Même situation, le bac, même sujet, même temps de travail, etc. etc. Donc la comparaison a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'associez pas une moyenne à un score brut, ce score il n'a pas de sens. Ou en tout cas, vous n'en faites pas la même chose. Et pour terminer, le plus important pour vous, vous allez dire, mais pour éviter que je viens de développer le saut, parce qu'il donne du sens, la dispersion autour de la moyenne. Alors la dispersion, qu'on appelle aussi l'écart type, vous avez entendu parler de ça en stats, c'est une notion sur laquelle vous butez, la moyenne moins parce que vous êtes plus habitué, quoique. Mais la dispersion, ça vous parle peu, malheureusement. Alors, c'est rien d'autre, l'écart type, que la distribution des notes autour de la moyenne. Il y a une moyenne de 12, mais il y a des gens qui ont en dessous de 12. Forcément, la moyenne n'est pas la même. Et il y a des gens qui ont au-dessus de 12. Et puis il y a des gens qui ont 12. Alors pour ceux qui ont en dessous, il y a des 13 en dessous, il y a des gamelles. Il y a des en dessous, mais proches de 8, 9, 10, 11. Pour les au-dessus, c'est pareil. Il y a du 13, 14, 15. Il y a un 18 et un 19. Et bien c'est ça la dispersion. L'écart type, c'est pas autre chose que ça. C'est les notes autour de la moyenne. Et en général, quand c'est normal, et on souhaite, et vous comprendrez pourquoi après, si ce n'est pas le cas, c'est très simple. Quand c'est normal, il y a peu de gens qui ont des gamelles. Quand ils courent pour certaines matières, ça dépend. Il y a peu de gens qui ont des très bonnes notes. Et puis il y a des moyens qui sont de plus en plus nombreux pour arriver au moyen. Moyenne, médiane, les modes, tout ça ensemble. C'est juste ça la dispersion. C'est le nombre d'individus, ici étudiants, pour nous, patients, sujets, peu importe, travailleurs, qui se situent à la moyenne, autour de la moyenne, très loin de la moyenne. C'est tout. D'accord? Voilà pourquoi le 14 en histoire, il a du sens. Et c'est pas pour d'autres raisons que ça. Il y a des repères qui y sont associés de façon automatique, c'est vrai, mais quand on décortique les choses, ces repères sont ceux que j'ai indiqués, et qui nous amènent à donner du sens à ce score de 14 en histoire. Eh bien, pour le 100 en extraversion, qui est l'un des facteurs de personnalité de base, c'est pareil. On va le situer par rapport à un min, un max, une moyenne et une dispersion. Et là, on sera précisément. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 100 en extraversion? C'est la condition sine qua non pour donner du sens à 100 en extraversion. Eh bien, vous voyez, ce qu'on appelle comme parallèle avec le 14 histoire, c'est ça. La psychométrie, c'est ça. C'est pas autre chose que ça. Si c'est une évidence pour vous, pour le 14 en histoire géo, ça doit l'être pour le 100 en extraversion. Puisque c'est pas plus difficile que ça. En psychométrie, j'introduis du vocabulaire, hein, vous l'avez compris forcément. Mais c'est une évidence. Tous ces éléments-là, tous ces repères importants dont on vient de parler, c'est ce qu'on appelle la distribution des scores. Encore une fois, que vous connaissez depuis que vous êtes évalué par des notes. Il n'y a rien qui change. Et on arrive petit à petit à quel étalonnage
quand on associe une distribution de référence à chaque test, eh bien on étalonne, ou autrement dit, on établit une norme. D'accord? C'est ça l'étalonnage. C'est pas autre chose que ça. J'ai un test, j'ai besoin d'y associer une distribution de référence. C'est-à-dire que je dois faire passer à plein de gens cobayes, entre guillemets, au départ. On va voir comment on appelle ces individus en psychométrie, pour avoir une moyenne, un min, un max, et des écarts autour de cette moyenne. Je les invente pas. Si j'avais un test de personnalité à recevoir là, maintenant, tout de suite, je pourrais me servir de vous comme échantillon de test. Vous êtes 250, c'est un bon nombre pour commencer. C'est petit, plutôt 5000, mais il faut faire avec les moyens du bord. Mais avec vos scores d'étudiants de L2, je vais être en capacité d'avoir une moyenne, un écart et un min, un max. Intéressant pour moi. Je vais donc disposer d'une distribution. Eh bien, j'aurai étalonné. C'est ça, faire un étalonnage. C'est établir des normes, entendez par normes des points de comparaison, dans laquelle mon 251e étudiant là, qui vient là, lui fait passer le test de personnalité, eh bien son score en extraversion va avoir du sens, parce que ni dans le grand tout que sont les vôtres, je serai s'il est moyen, moyen plus, moyen moins, très très plus ou très très moins extraverti. D'accord? Eh bien c'est tout simple en fait. Et tous les tests auxquels vous avez affaire, ils commencent par ça. D'accord? Je viens de dire ce qui est inscrit ici, pour le résumer plus clairement. Avec l'étalonnage, on établit des repères, des points de comparaison, qui permettent de situer le score d'un individu par rapport au score d'autres individus comparables. Ok? C'est quand même pas sorcier. Évidemment, c'est accessible à votre entendement. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas compliqué. Si vous pensez que celle-là, vous avez tort, on vous l'a vendu comme ça, ceux qui l'ont vendu ont tort. C'est simple. J'espère que vous le comprenez. Et mine de rien, eh bien, l'étalonnage, c'est plus une espèce d'énigme pour vous. C'est juste ça. Concrètement, pratiquement, c'est pas autre chose que ça. Et on avance. C'est une clé de la psychologie. Alors la question qui se pose, clairement, comment on fait pour faire un étalonnage? Je vous l'ai décrit dans des termes familiers, mais ça revient à ça. On va formaliser un petit peu les choses. La première chose qu'on fait, c'est qu'on constitue un échantillon. Alors, encore une fois, il y a des importants, là j'avance. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me dire, mais il faut quand même qu'on avance un petit peu et ça passe par du vocabulaire, on pose un peu de choses. On constitue un échantillon aussi représentatif que possible de la population d'intérêt. C'est ce qu'on appelle un échantillon de normalisation, qui permet de créer des normes, ou un échantillon de référence, parce que ça donne des points de comparaison. L'échantillon d'étalonnage. Alors cet échantillon, comme il est indiqué, c'est un échantillon qui doit être représentatif. C'est-à-dire que, évidemment, quand on fait un test de personnalité pour la test d'intelligence, on ne peut pas interroger toute la population d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Si je circonscris ça à la France, et la personnalité se veut plus mondiale que ça, il faudrait que j'interroge les 45 millions de Français entre 20 et 65 ans. Si ces limites sont bonnes d'ailleurs. Ça n'a évidemment pas de sens. Donc j'échantillonne. C'est-à-dire que je prends une partie de cette population, de ces 45 millions de Français, qui sont potentiellement intéressants. C'est vrai. J'échantillonne, je prends donc une partie de cette population. Je ne prends pas les 45 millions, mais j'en prends 5 000. C'est déjà pas mal. Ces 5 000 doivent être une photographie, un modèle réduit de la population.
C'est-à-dire que dans ces 5000, j'ai intérêt à ce qu'il y ait la proportion d'hommes et de femmes identique à ce qu'il y a dans les 5000. Pareil pour l'âge. Pareil pour la CSP, la catégorie socio-professionnelle. Si ce sont des éléments d'intérêt, je n'en sais rien, a priori. D'accord? C'est ça, les échantillonnés. C'est pour une partie. Et on ne fait pas autre chose que ça quand on conçoit. Là où c'est fondamental, c'est que l'un des défauts des tests peut être ce défaut d'échantillonnage. Pour le dire autrement, il y a beaucoup de nouveaux tests qui ont l'intérêt de la nouveauté, sont attractifs, mais sont faits un peu à la va-vite, avec un seul échantillon de normalisation, et qui finalement n'est pas si représentatif que ça de la population. Alors vous comprenez que si on en oublie un petit peu en chemin, le score qu'on va mettre dans cet ensemble, il n'a pas de sens. Parce que cet ensemble n'est pas fait pour être représentatif de ce patient masculin de 38 ans atteint de tel ou tel trouble. Donc on a intérêt de s'appliquer. On a des échantillons pour les gros tests qu'on connaît, qui sont à 2000, 3000, 5000 personnes, qui ont été réitérés à plusieurs reprises, dans différents contextes, pour vraiment avoir une masse de données énorme. Qui nous permet quoi cette masse de données? Eh bien d'inclure tout le monde, et d'être le plus précis possible. D'accord? Deuxième étape, très simple, vous venez de vous-même. Eh bien, on soumet cet échantillon, une fois qu'on a bien travaillé sur sa constitution, à la situation test. Test de personnalité, d'anxiété, de raisonnement, de langage verbal, d'apprentissage, de mémoire, peu importe. Qu'on peut concevoir. Ok. Soit vous avez un questionnaire, avec une forme ou une autre, vous l'envoyez à tous les gens que vous souhaitez avoir comme panel d'échantillons. Et les réponses vous reviennent. Et les choses se passent bien. C'est aussi les difficultés. On peut bien échantillonner, mais un certain nombre de fois, on a des réponses qui ne reviennent pas ou pas complètes, et donc il faut retravailler pour faire que l'ensemble soit le plus représentatif possible et le plus large possible. Vous comprenez bien que plus l'échantillon est grand, plus on se rapproche de la population. Moyen d'erreur, l'échantillonnage. Grand, représentatif. Vous pouvez passer votre test, quel qu'il soit. Pour l'enquête, au semestre 1, c'est ce que vous avez fait finalement. Vous avez monté un questionnaire qui mesurait un concept psycho, l'estime de soi, que vous avez fait passer à un certain nombre de sujets. C'est juste ça, les étapes dont je parle. Et grâce à ça, on établit quoi? Une moyenne que vous savez calculer, la somme des scores selon l'individu. Depuis le CP ou le CE1, ça c'est connu. Une dispersion, un écart type, on appelle S, c'est peu importe. Qui concrètement renvoie au score autour de la moyenne et aux individus auteurs de ces scores. D'accord? C'est ça? Et d'un point de vue statistique, on est dans la somme des écarts au carré de la moyenne sur N-1. En racine. Ça fait beaucoup de choses. Complètement. Encore une fois, moi c'est une formule, je ne comprends pas que ça soit aussi inaccessible pour vous. À comprendre, à connaître par cœur. Je ne peux pas faire le fanfaron à vous donner des distributions statistiques et tout ça, c'est juste d'une simplicité extrême. La dispersion, on est tous d'accord avec ça, ça n'a choqué personne quand j'ai dit que c'était les scores et les individus qui vont avec qui sont autour de la moyenne. Eh bien, la formule mathématique que je viens d'indiquer, c'est ça. Les écarts entre votre note à vous et la moyenne. X moins la moyenne. Je suis quand même en train d'essayer de capter ce que je viens de dire. Les gens autour de la moyenne. Donc je commence par ça. X moins M. Il y a une moyenne de 100. Vous avez 90. Vous avez 110. 90 moins 100,
Mon premier écart à la moyenne, c'est moins 10. Vous êtes 10 points en dessous. 110 moins 100, j'ai un deuxième écart à la moyenne qui est plus 10. Vous êtes 10 au-dessus. Je fais la somme de ces écarts-là. Moins 10, plus 10. Ça fait 0. Ça fera toujours 0. Des écarts à la moyenne, par définition. Voilà pourquoi on met le carré. D'accord? Donc quand je m'intéresse à des écarts à la moyenne, je fais votre score, n'importe lequel, moins la moyenne. Des fois le score est en dessous, des fois le score est au-dessus. Quand je fais la somme de tout ça, parce que ce qui m'intéresse c'est votre score à vous tous, pris un par un. Donc vous prenez la première étape de l'opération, votre score moins la moyenne. Ça permet d'obtenir la dispersion. J'en fais la somme parce que vous êtes 250. Pourquoi je m'intéresserais plus à vous qu'à vous? Cette somme, je constate qu'elle est toujours égale à 0. Ça ne m'aide pas. Donc je la mets au carré. Et mine de rien, eh bien vous avez le numérateur de l'écart type qui vous cause tant de soucis. La somme des écarts entre un score et une moyenne, le tout mis au carré. Pourquoi au carré? Parce que comment ça question. Il ne nous reste plus qu'à bosser sur le dénominateur, n-1. Parce que tout écart type qu'il soit, c'est important de relativiser les sommes. Vous êtes 250 aujourd'hui. La semaine prochaine, soit vous êtes 100 parce que c'est franchement intéressant, soit vous êtes 300 parce que c'est énormément intéressant. Peu importe. En tout cas, vous serez plus ou vous serez moins. Vous comprenez bien que la somme n'est pas comparable, sauf si je la divise par le nombre que vous êtes. Eh bien, vous avez votre dénominateur. La somme des écarts à la moyenne au carré sur n. On rajoute un moins 1 parce que ça nous dérange. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. D'accord? Comme c'est des carrés, après il faut faire une racine, tout ça, pour avoir les carrés. Et vous l'avez, la formule statistique que je viens d'évoquer, qui vous a rappelé de mauvais souvenirs, et qui au final ne renvoie pas à autre chose que l'écart type qui est simple à comprendre. D'accord? Vraiment. Donc, évidemment, je ne vais pas vous demander de retenir cette formule statistique. Je vous demanderai plus tard, si vous continuez en master, parce c'est la seule qu'on tiendra d'ailleurs. Mais comprenez-en la logique. Et ça pourra ouvrir un certain nombre de portes. Il y a le score min, le score max qui nous intéresse moins. Je les ai mis parce qu'effectivement, ce sont des repères qui peuvent être utiles. Et puis il y a ce qu'on appelle la médiane, ou plus globalement, ce qu'on appelle le quantilage. Alors pardon, encore une fois pour le vocabulaire, je vais essayer d'être clair, parce que c'est à la fois très utile à comprendre et simple dans le même temps. Encore une fois, si je vais trop vite, si il y a des choses que j'annonce simples, qui étaient en début de cours, qui ne le sont plus maintenant, parce que sinon on nous monte en complexité, puis on a déjà dit pas mal de choses, arrêtez-moi, prendre des exemples. Et on fera entendre des petites choses qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on entend dire pratiquement, en CF et en TD. La médiane, vous savez que c'est un type de quantilage. On répartit l'ensemble des équilibriums ici en deux moitiés. Une moitié qui a moins que le score médian, et l'autre moitié qui a plus que le score médian. Encore une fois, c'est pas compliqué. J'ai juste à compter le nombre de personnes. Ça s'appelle la médiane. Eh bien, la médiane, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle le quantilage. Le quantilage, de néologisme, il n'y a pas d'autre sens que en psychologie, en stats, c'est diviser une distribution en x parties égales. La médiane, c'est 2. C'est la moitié. Mais vous comprenez bien que je pourrais être plus précis que ça. Si je veux pas deux moitiés, deux tranches, deux catégories, mais 10, eh bien, je coupe l'amphi en 10. Avec chacune des 10 parties qui a le même nombre d'étudiants. Vous êtes 250, il m'en faut 25 par partie. Il n'y a pas faire autre chose que ça. Ça, on est tous capables de le faire quand même. Et si je vais encore plus loin, pour être encore plus précis, je coupe l'amphi en 100 parties égales. Égales du point de vue du nombre de sujets qui s'y trouvent. Donc je mets 2 étudiants et demi, compliqué, entre 2 et 3, par partie. Ces parties étant définies par quoi? Votre score au test.
Les deux du haut, elles sont ensemble parce qu'elles ont eu les deux scores, donc c'est le même peut-être, le plus petit. Les deux du bas, elles sont ensemble parce qu'elles ont eu le score, ou les scores, les plus grands. Ça peut être un score ou une tranche de score, peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que dans chaque partie, il y a un nombre de sujets équivalent. C'est ce qu'on appelle le quantilage. Et vous comprenez bien que ça peut se faire à la main, quasiment. Vous avez vos scores à disposition, vous savez combien de sujets à quel score. Vous arrêtez la première catégorie, à chaque fois vous avez le nombre de sujets équivalent à ce que vous souhaitez. 125, 125 pour la médiane, entre 2 et 3 pour ce qu'on appelle le quantilage en percentile. Pardon. C'est un peu technique, mais c'est 100 parties équivalentes. D'accord? Pourquoi c'est important ça? Pourquoi c'est important ça? Alors je reviens à des choses qui vont nous permettre pour la suite que je déduis tout ça. Parce qu'encore une fois, ça a établi un ensemble de repères qui permettent de situer l'individu. C'est toujours la chose. Une fois que vous avez compris, c'est que de la répétition. Comparer ces réponses à celles de ces experts. D'accord? On a besoin de tout ça. Enfin, je sens, je sais, je vois que vous êtes un peu perdu peut-être avec le quantilage. Pardon, mais je suis obligé de passer par là. Et même si tout de suite maintenant, là, bah, c'est pas si simple que ce que j'essaie de vous dire, dans le principe, on va y revenir. Vous allez voir que ça se transforme rapidement les éléments concrets que nous sommes. Quand j'ai ces repères, par exemple pour le score de 100 en extraversion chez les hommes, eh bien je sais si 100 c'est la moyenne, ou un peu plus, ou un peu moins, donc je me sers de la moyenne pour situer. Je sais, avec une information supplémentaire, si c'est plus ou moins la moyenne. Si la moyenne elle est 90, bah, mon 100 il est juste un peu au-dessus. Si la moyenne elle est 30, mon 100 il est très 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 au-dessus de la moyenne. Donc c'est une autre information. D'accord? Et puis, surtout, troisièmement, c'est là où je veux en venir avec le quantilage. Score supérieur ou inférieur à la moyenne, c'est la moyenne. Score plus ou moins égal à la moyenne, la deuxième repère, c'est la dispersion qui permet de savoir. Écart. Et le fameux quantilage, diviser la distribution en parties égales, ça me permet de savoir avec combien d'individus je partage ce score. Et vous voyez bien qu'encore une fois, c'est un repère essentiel, complémentaire des deux autres. Savoir si je fais mon score dans une moyenne, c'est important. Savoir s'il est plus ou moins loin de la moyenne, c'est encore plus important. Et savoir avec combien d'individus je le partage, c'est le troisième élément fondamental, important, pour établir un profil de personnalité. Ou que sais-je encore. Vous comprenez bien que si en extraversion, votre sang, vous le partagez avec 67, 68, 72% de la population, ben vous n'êtes pas plus ou moins extraverti que les autres. Vous êtes extraverti moyen. Et moi, psychologue, ça va me permettre peut-être de ne pas forcément insister sur vos capacités à conduire un groupe ou une réunion, par exemple. Pareil pour les autres scores. Caractère consciencieux, agréabilité, capacité à raisonner pour parler d'autre chose, etc. etc. D'accord? C'est fondamental de savoir à quel point vous partagez ou pas le trait avec les autres. Est-ce que vous faites partie du grand tout, moyen, ou est-ce que vous faites partie plutôt des traits qu'on appelle saillants, distinctifs? Ça a une autre valeur diagnostique. D'accord? Vous verrez s'entendre ensemble avec vos propres scores de personnalité. Vous gardez toujours, je ne veux rien en faire. On va ensemble passer un test et vous allez garder toujours. Je ne peux pas faire mieux. Et on va tout au long du TD parler de ça avec des exemples concrets sur vos profils. Ok? Et vous voyez en quoi, c'est pas de donner du vocabulaire pour donner du vocabulaire. La moyenne, la dispersion et le quantilage, ça sert à ces trois éléments-là. Je vous ai mis des exemples de distribution du NeoPIR. Alors, NeoPIR, c'est le test qu'on va faire en TD. C'est
un des tests dont on va parler aussi. Donc c'est le test que j'ai pris en exemple assez souvent. D'accord. Je vous ai mis les carrés rouges hein, qui sont les carrés d'importance ici. Vous voyez qu'un test, un inventaire de personnalité, si il se veut fiable, valide, sensible, utile, doit mettre à disposition ces repères-là. Donc, c'est dans le manuel du NeoPIR, c'est à disposition de tout praticien psychologue que d'avoir ces moyennes et ces écarts. Vous voyez, pour les hommes, on a pour chacun des 5 grands domaines. Pensez pas aux détails, peu importe, on se concentre sur la psychologie. Bien, on a une moyenne pour chacun des facteurs. Vous voyez, le domaine E, c'est l'extraversion, la moyenne des hommes, c'est 110,02. À chaque domaine, une moyenne différente. C'est logique. Quand on regarde l'histoire, c'est pas la même qu'en maths, en français ou qu'en sciences. Et puis, il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des distributions hommes et des distributions femmes. Si les différences n'ont pas été pas, on aura une nuance. Il y en a. Donc, il faut des repères hommes et des repères femmes. Ok. Les moyennes sont dans la carré rouge, les écarts types, les sigma, sont à côté, dans les colonnes à côté. D'accord. Je vous fais grâce du cantillage, parce que ça n'a pas d'intérêt à être vidéo projeté, c'est simplement, tu vois, au premier pourcent des hommes, quel score? Au deuxième pourcent, quel score? Tout simplement. On enchaîne. J'introduis le propos qui n'a pas le. On va être encore quelques minutes. Il y a quand même un problème avec l'étalonnage. Si on en reste là, on l'a résolu. Mais en l'état, si on en reste là, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que ça donnait un ensemble de repères utiles pour positionner l'individu. Très clair. Sauf que, je viens de vous montrer, eh bien, il faut avoir à disposition autant de distributions, de repères, qu'il y a de caractéristiques de personnalité et de populations différentes. Vous avez vu dans le tableau que je vous ai dit avant, il y a 5 moyennes, 5 écarts types, uniquement pour les hommes. La même chose pour les femmes. Et ensuite, quand on va au niveau en dessous, si on descend au niveau de ce qu'on appelle les facettes, il y a encore autant de moyennes, autant d'écarts types que caractéristiques d'intérêt. Pour le dire autrement, vous imaginez le travail qu'il est nécessaire de faire, de connaissances qu'il est nécessaire d'avoir en tête pour placer n'importe quel sujet, homme ou femme, dans un ensemble de paires et traduire sa personnalité globale. Donc il faut autant de repères qu'il y a de caractéristiques clés en personnalité 5 pour le niveau supérieur et de caractéristiques de population d'intérêt. Le genre en études en personnalité. Il y a aussi l'âge, il y a aussi la CSP, il y a aussi le niveau d'études, il y a plein de choses. Vous imaginez le nombre de repères qu'il faut. Pour le dire autrement, pour faire le job le plus complètement possible, il ne faut pas une distribution, mais X distributions différentes. C'est énorme comme travail à faire. Le pire, c'est pas votre travail, ça a été fait. Mais à avoir en tête, à avoir à disposition, vous vous rendez compte du travail que c'est? À chaque sport pour les hommes, il faut que vous alliez voir le repère. En extraversion, en agréabilité, etc. Et pareil pour les femmes. Si par malheur le niveau d'études est différent, c'est encore autre chose. On ne s'en sort pas dans ces ensembles-là. Et pourtant, ils sont nécessaires. Eh bien, comment on fait? C'est quoi la solution? Si vous arrivez encore à suivre maintenant, la solution doit être déduite par vous. Courage, là c'est fini. Je vois que certains sont en désertion. Quand est-ce qu'il arrête? On y arrive bientôt. La solution, ça serait d'avoir une seule et unique distribution. Valable pour tout le monde. Les hommes, les femmes, l'extraversion, la gradivité. Et plus encore, la capacité à raisonner, le degré d'anxiété, la mémoire, le langage. Une espèce de distribution magique.
Alors oui, il faut qu'on la connaisse, cette distribution, mais c'est la seule. Avec une moyenne qui est toujours la même. Un écart type est toujours le même. Une distribution autour de cette moyenne, un quantillage toujours le même. Et on va pousser le vice encore un peu plus loin, la simplicité encore un peu plus loin, il faudrait que cette moyenne soit la plus simple possible. 0. Et pas 110,02. Il faudrait que l'écart type soit le plus simple possible. 1. Beaucoup plus simple que 0 et 1. Pour une identité binaire. D'accord? Eh bien, cette distribution magique, on en dispose grâce à ce qu'on appelle la standardisation. En gros, on va pouvoir, avec cet outil-là, que je vous présenterai la prochaine fois, mettre toutes les distributions utiles, utilisables, nécessaires au diagnostic dans un seul et même ensemble de références qu'on appellera la distribution standard. De moyenne égale à 0, toujours, d'écart type égale à 1, toujours, avec le nombre d'individus par repère qui est toujours le même. D'accord? C'est ce qu'on appelle la standardisation, et vous l'avez compris, c'est le compagnon nécessaire à l'étalonnage. La troisième jambe, parce qu'il y en a 3, ça va être la distribution normale, le caractère normal de la distribution, et avec ça on va. Ok? Je vous laisse. Merci pour votre attention.